Avez-vous déjà pensé qu'un simple instant, capturé dans une photo de rue, pouvait être la dernière étreinte entre une mère et son enfant? En juin 1930, dans le quartier populaire de Belleville à Paris, Élise Laurent, une veuve de 32 ans, serrait sa fille Suzanne dans ses bras. 3 minutes plus tard, une sirène de police déchirait le silence. Ce qui s'est passé ensuite a changé le destin de cette famille, pour toujours. Et les archives révélées des décennies plus tard ont montré que derrière ce cliché banal se cachait un secret d'injustice et de courage. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette histoire dramatique, inspirée de faits réels historiques, où l'amour maternel a défié la peur et l'oppression. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. C'est important, car chaque nouveau abonné et chaque commentaire nous aide à faire vivre ces histoires oubliées et à transmettre leurs leçons de vie. Cette photo a été prise 3 minutes avant qu'Élise Laurent ne voie sa fille pour la dernière fois. 3 minutes. Le temps qu'il faut pour dire « je t'aime ». Le temps qu'il faut pour que tout bascule. Si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez comment une mère de Belleville a sacrifié tout ce qu'elle avait pour protéger l'unique personne qui donnait un sens à sa vie misérable. C'est l'histoire d'une femme qui, en juin 1930, dans les rues pavées de Paris, a fait un choix que personne ne devrait jamais avoir à faire. La photographie a été retrouvée en 1962, dans les affaires d'un certain Henri Lemoine, photographe ambulant du 20e arrondissement. Au dos, une inscription tremblante. Dernière photo avant l'injustice, Élise et Suzanne Laurent, les plus courageuses de Belleville. Mais regardez bien le visage d'Élise sur cette image. Ce n'est pas le sourire d'une femme heureuse. C'est le sourire de quelqu'un qui sait qu'elle embrasse son enfant pour la dernière fois. Les registres de la préfecture de police de Paris, conservés dans la Caïcha 1930B, révèlent qu'Élise Laurent, 32 ans, veuve, lavandière de profession, habitait au 47 rue de la Mare, un immeuble délabré où s'entassaient les familles les plus pauvres de Belleville. Mais ce que les registres ne disent pas, c'est qu'Élise cachait un secret qui pouvait détruire ou sauver sa fille de 7 ans. Suzanne Laurent portait ce matin-là des chaussures de taille trop grande, héritées d'une cousine éloignée. À chaque pas, ses talons glissaient, créant des ampoules douloureuses qu'elle cachait à sa mère. Elle ne voulait pas l'inquiéter davantage, parce que Suzanne, malgré ses 7 ans, savait reconnaître la fatigue dans les yeux de sa mère. Cette fatigue particulière des femmes qui portent le monde sur leurs épaules calgées. Les mains d'Élise racontaient leur propre histoire. Des mains rougies par l'eau de Javel, aux ongles cassés qu'elle tentait de dissimuler quand elle livrait le linge aux bourgeoises du 16e arrondissement. Des mains qui avaient lavé des milliers de draps, pour 12 francs par semaine, alors que le loyer de leur unique pièce en coûtait 8. Les mathématiques de la pauvreté ne mentent jamais. Mais ce que personne ne savait ce matin-là, pas même la petite Suzanne qui sautillait malgré ses chaussures trop grandes, c'est qu'Élise avait pris une décision 3 jours plus tôt. Une décision qui allait tout changer. Le commercial du marché, M. Bertrand, celui avec le bras maintenant en écharpe, n'était pas qu'un simple marchand. Les documents du ministère du Travail de 1930 confirment qu'il était aussi un formateur pour la police, chargé de surveiller les veuves suspectes d'activités subversives. Et Élise Laurent était devenue suspecte le jour où elle avait refusé sa protection. Henri Lemoine, le photographe, les connaissait bien. Chaque dimanche, il les voyait partager un unique croissant sur un banc du jardin du Luxembourg, là où l'entrée était gratuite. Il avait déjà immortalisé plusieurs familles du quartier, gratuitement, parce qu'il savait que ces photos seraient peut-être les seuls souvenirs qu'il laisserait. Ce matin-là, il les a interpellées près de la boulangerie de Madame Roussel. « Venez, mesdemoiselles, juste une photo, pour la beauté du geste. » Élise a souri, ce sourire fatigué des mères qui n'ont plus dormi depuis longtemps. Elle s'est penchée vers Suzanne, l'a serrée contre elle. Fort. Trop fort peut-être. Comme si elle voulait imprimer dans sa chair l'odeur de ses cheveux, la chaleur de son petit corps maigre. Suzanne a ri, « Maman, tu m'étouffes », mais elle s'est blottie quand même, heureuse de ce moment de tendresse rare. C'est exactement à cet instant que la sirène a déchiré l'air de Belleville.
pas une sirène d'usine. Non. Celles-là, tout le monde les connaissait. C'était une sirène de police. Aiguë. Urgente. Mortelle. Le visage d'Élise s'est figé. Ses bras se sont resserrés encore plus autour de Suzanne. De l'autre côté de la rue, 2 hommes observaient. L'un d'eux, le bras en écharpe, pointait discrètement dans leur direction. L'autre hochait la tête. Madame Roussel, la boulangère, a tout compris en 1 seconde. Les femmes de Belleville avaient développé cet instinct de survie, cette capacité à sentir le danger avant qu'il ne frappe. Elle est sortie de sa boutique, s'essuyant les mains sur son tablier blanc devenu gris. Ses yeux ont croisé ceux d'Élise, un échange silencieux, une promesse muette. La voiture de police a tourné le coin de la rue, noire, luisante, étrangère à ce quartier de misère. Les enfants qui jouaient aux billes se sont dispersés comme des moineaux. Les femmes aux fenêtres ont fermé leurs volets. Belleville connaissait cette chorégraphie de la peur. Élise a murmuré quelque chose à l'oreille de Suzanne, des mots que le photographe n'a pas entendus, mais qu'il a vu se former sur ses lèvres. Des mots qu'une mère ne devrait jamais avoir à dire à son enfant de 7 ans. La petite a secoué la tête, s'accrochant plus fort à sa mère. Non, non, non. Ce mot répété comme une prière inutile. Les policiers sont descendus. 2 hommes en uniforme sombre, le visage fermé. Ils savaient ce qu'ils venaient faire. Dans les archives du 20e arrondissement, le rapport de juin 1930 mentionne une arrestation pour coups et blessures. Rien de plus. Mais les voisins se souviennent d'autre chose. Parce qu'il y a 6 mois, avant même l'incident du marché, Élise avait fait quelque chose d'impardonnable aux yeux de certains. Elle avait dit non. 6 mois plus tôt, en janvier 1930, Paris grelottait sous un hiver particulièrement cruel. Le thermomètre affichait moins 15 degrés, selon les relevés météorologiques conservés aux Archives nationales. Dans le quartier de Belleville, les familles brûlaient tout ce qu'elles pouvaient trouver pour se chauffer. Les meubles d'abord, puis les livres, puis l'espoir. Élise Laurent travaillait alors pour plusieurs familles bourgeoises, lavant leur linge dans le lavoir communal de la rue des Cascades. 12 francs par semaine quand elle avait de la chance, 8 quand les clientes décidaient que le linge n'était pas assez blanc. Le census de Belleville de 1930 recensait 347 veuves dans cette situation. 73% vivaient sous le seuil de pauvreté. Élise faisait partie de cette majorité silencieuse. Mais Élise avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Elle savait se battre. Pas avec les poings, non. Avec cette dignité farouche des femmes qui refusent de plier. Quand les autres baissaient les yeux devant les contremaîtres, elle les regardait droit dans les yeux. Quand on lui proposait des arrangements, elle répondait qu'elle préférait crever de faim debout que manger à genoux. Suzanne grandissait dans l'ombre de cette fierté maternelle. Le soir, quand elle n'avait que du thé et du pain rassis pour dîner, Élise inventait des histoires. Des histoires de princesses courageuses qui n'attendaient pas le prince charmant. Des princesses qui se sauvaient elles-mêmes. Suzanne écoutait, blottie contre sa mère dans leur unique lit, sous la couverture rapiécée qui sentait la javel et la fatigue. Ce que Suzanne ne savait pas, c'est que sa mère ne savait presque pas lire. Élise Laurent signait d'une croix tremblante les documents officiels. Les lettres qu'elle recevait parfois, elle demandait à Madame Roussel de les lui lire, prétextant avoir oublié ses lunettes. Mais elle avait appris quelques mots, juste assez pour enseigner l'alphabet à sa fille avec de vieux journaux récupérés. L'éducation était le seul luxe qu'elle pouvait offrir. Monsieur Bertrand, le marchand du marché de la rue de Ménilmontant, avait remarqué Élise bien avant l'incident. C'était un homme corpulent, toujours vêtu de noir, qui possédait 3 étals et une réputation. Les femmes du quartier savaient qu'il offrait sa protection. Un arrangement simple, quelques faveurs contre la garantie de manger tous les jours. Beaucoup acceptaient, pas par choix, par survie. Les archives de la Société de bienfaisance de Belleville mentionnent qu'en janvier 1930, Bertrand avait fait une proposition officielle à Élise. Devenir sa protégée, avec un logement plus grand, de la nourriture régulière, une école pour Suzanne. Le prix n'était pas écrit dans les documents, mais tout le monde le connaissait. Élise avait dit non, poliment d'abord,
fermement ensuite, violemment enfin, quand il avait insisté en touchant Suzanne sur la joue, en disant quelle jolie petite elle deviendrait. Ce jour-là, dans le froid glacial de janvier, quelque chose s'était brisé dans le regard de Bertrand. Les hommes comme lui n'avaient pas l'habitude qu'on leur dise non. La petite Suzanne dessinait. Avec des morceaux de charbon récupérés près des voies de chemin de fer abandonnées, elle créait des mondes sur les murs du passage de la mare. Des fleurs géantes, des oiseaux impossibles, des soleils souriants. Les voisins ne disaient rien. Au contraire, ses dessins apportaient un peu de beauté dans la grisaille. Un marchand d'art du Marais, perdu dans le quartier, avait même dit qu'elle avait du talent. Mais le talent ne nourrit pas quand on a 7 ans et des chaussures trop grandes. Le déploiemento gravé de Suzanne en 1995, alors âgée de 72 ans, révèle des détails que les archives officielles ont omis. Sa mère pleurait la nuit, pensant qu'elle dormait, des sanglots étouffés dans l'oreiller pour ne pas la réveiller. Le matin, Élise se levait, se lavait le visage à l'eau froide et souriait. Toujours ce sourire, ce masque de courage que portent les mères brisées. Madame Roussel, la boulangère, était la seule véritable amie d'Élise. Elles ne parlaient pas beaucoup, mais il y avait entre elles cette solidarité silencieuse des femmes qui ont connu la même douleur. Chaque matin, Roussel laissait du pain de la veille sur le pas de la porte d'Élise, du pain qui allait être jeté, disait-elle. Mensonge miséricordieux. Le pain était frais. Les lettres retrouvées dans l'héritage de Madame Roussel en 1978 révèlent qu'Élise lui avait confié un secret. Un parent éloigné à Lyon. Une tante qui avait épousé un cheminot et qui pourrait, en cas d'urgence, prendre soin de Suzanne. L'adresse était écrite sur un petit papier, caché dans la doublure de son unique manteau. Au cas où, février était arrivé avec ses giboulées, mars avec ses faux espoirs de printemps, avril avec Pâques, que Suzanne et Élise avaient célébré en colorant un unique œuf avec du jus de betterave, mai avec les manifestations du 1er mai, où Élise avait marché, Suzanne sur les épaules, criant des slogans qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Pain et dignité, du travail et du respect. Et puis juin était arrivé. Juin avec sa chaleur étouffante et ses orages qui menaçaient, mais ne tombaient jamais. Le 3 juin 1930, un mardi, l'incident du marché a eu lieu. Les témoignages divergent sur les détails, mais tous s'accordent sur l'essentiel. Bertrand avait encore approché Élise. Cette fois, il ne demandait plus. Il exigeait. Il avait saisi son bras, fort, laissant des marques violettes que Suzanne verrait le soir. Élise s'était débattue. Dans la bousculade, un cajot était tombé. Bertrand avait glissé sur les tomates écrasées. Sa chute avait été spectaculaire, son bras cassé net. Les rires avaient fusé. L'humiliation était pire que la douleur. Un homme de son importance, ridiculisé par une simple lavandière. Les fiches de la police mentionnent qu'il a porté plainte le jour même. Coups et blessures volontaires, troubles à l'ordre public, atteinte à la propriété privée. Mais ce que les fiches ne disent pas, c'est que Bertrand était plus qu'un simple marchand. Les documents du ministère du Travail, découverts des décennies plus tard, révèlent qu'il était informateur, numéro 247, chargé de surveiller les éléments subversifs du quartier. Les syndicalistes, les communistes, les femmes qui disaient non. Le 4 juin 1930, Élise savait qu'il viendrait. Les femmes de Belleville avaient leur propre réseau d'information. La femme du sergent Dubois, qui habitait 2 rues plus loin, avait murmuré à l'épicière, qui l'avait dit à la marchande de légumes, qui avait prévenu Madame Roussel. La machine judiciaire était en marche. Une lavandière ne casse pas le bras d'un informateur de police sans conséquence. Cette nuit-là, Élise n'a pas dormi. Elle a regardé Suzanne respirer dans son sommeil, comptant chaque inspiration comme un trésor qu'on allait lui voler. La petite serrait contre elle sa poupée de chiffon, celle qu'Élise avait cousue avec des morceaux de ses propres vêtements. Une poupée sans visage parfait, mais avec un cœur en tissu rouge. Parce que c'est le cœur qui compte, maman, pas vrai? Les cadernaux de Occorrencia du 20e arrondissement montrent une activité inhabituelle ce jour-là.
3 voitures de police mobilisées pour une simple arrestation. Excessif pour une affaire de coups et blessures, mais logique quand on sait que Bertrand avait des amis haut placés. Son cousin était secrétaire à la préfecture, son beau-frère, commissaire dans le 11e. La justice a toujours eu ses préférences. Élise a fait quelque chose d'étrange ce matin du 5 juin. Elle a pris tous leurs maigres économies, cachées dans une boîte à biscuits rouillés, et a acheté de la viande. De la vraie viande de bœuf. Pour la première fois depuis la mort de son mari, 3 ans plus tôt, elle a préparé un ragoût, avec des pommes de terre et des carottes. Un festin de riches pour leur dernier repas ensemble. Suzanne était aux anges. Elle a dévoré son assiette, léchant même la sauce avec son doigt, ce qu'Élise interdisait d'habitude. Mais ce jour-là, tout était permis. Elles ont même dansé après le dîner, sur la musique de l'accordéoniste de la rue qui jouait la Java bleue. Suzanne riait, ses pieds aux nus glissant sur le plancher usé. Élise la faisait tournoyer encore et encore, gravant dans sa mémoire le son de ce rire. Le 6 juin au matin, Élise a réveillé Suzanne plus tôt que d'habitude. Elle l'a habillée avec sa plus belle robe, celle du dimanche, rapiécée mais propre. Elle a tenté de discipliner ses cheveux rebelles avec un peu d'eau et beaucoup d'amour. Puis elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle a donné à Suzanne le médaillon de sa propre mère. Un simple cœur en cuivre, noirci par le temps, mais qui contenait une minuscule photo de ses grands-parents que Suzanne n'avait jamais connus. Garde-le toujours, ma chérie. Toujours. Promets-le-moi. Suzanne a promis sans comprendre l'urgence dans la voix de sa mère. Elle était juste heureuse d'avoir un bijou de grande, même si la chaîne était trop longue et que le médaillon battait contre son ventre maigre quand elle marchait. Elles sont sorties faire les courses plus tôt que d'habitude. Le marché de la rue de Ménilmontant grouillait déjà de monde. Les marchandes criaient leurs prix, les ménagères négociaient âprement, les enfants chapardèrent des fruits. Élise évitait soigneusement l'étal de Bertrand, mais elle sentait son regard sur elle. Il était là, le bras en écharpe, dirigeant ses employés de sa main valide. Son sourire disait qu'il savait ce qui allait arriver. Le rapport médical trouvé dans les archives de l'hôpital Saint-Louis confirme que la fracture de Bertrand était mineure. Une fissure plus qu'une cassure. Guérison prévue en 3 semaines. Mais il portait son écharpe comme une médaille, la preuve visible de l'affront qu'il avait subi. Les hommes de son espèce ne pardonnent jamais l'humiliation publique. Madame Roussel les a interceptés à la sortie du marché. Elle a glissé discrètement un paquet dans le panier d'Élise. Du pain frais et quelque chose d'autre, enveloppé dans du papier journal. Plus tard, Élise découvrirait 20 francs. 2 semaines de salaire pour la boulangère. Une fortune. Un adieu silencieux. C'est alors qu'Henri Lemoine les a aperçus. Le photographe ambulant arpentait les rues de Belleville depuis l'aube, cherchant des visages à immortaliser. Il connaissait Élise et Suzanne depuis longtemps. Il les avait déjà photographiées l'année précédente, lors de la fête de la Saint-Jean. Une photo qu'Élise gardait précieusement, le seul luxe qu'elle s'était permis. « Mesdames Laurent, un portrait ce matin. Le soleil est parfait. » Élise a d'abord voulu refuser. Le temps pressait. Elle sentait le danger approcher comme un orage d'été. Mais Suzanne suppliait « S'il te plaît, maman, s'il te plaît. » Et comment refuser quoi que ce soit à un enfant qu'on va perdre? Le moine a installé son appareil. Un vieil appareil à plaque qui nécessitait un temps de pause. Il fallait rester immobile. Ne pas bouger. Sourire si possible. Élise s'est penchée vers Suzanne, l'a prise dans ses bras. Fort, si fort que la petite a protesté en riant. Mais Élise ne relâchait pas son étreinte. Elle respirait l'odeur de ses cheveux. Cette odeur de savon bon marché et d'innocence. Elle mémorisait la texture de sa peau, la chaleur de son petit corps, le battement de son cœur contre le sien. Les documents du musée Carnavalet, où la photo est maintenant conservée, révèlent des détails invisibles à l'œil nu. Les mains d'Élise tremblent légèrement. Ses yeux ne regardent pas l'objectif, mais quelque chose au-delà. Suzanne, elle, sourit vraiment. Le sourire d'un enfant qui ne sait pas que son monde va s'écrouler dans exactement 180 secondes. Parce que c'est à ce moment précis que la sirène a hurlé. Une sirène de police. Différente des sirènes d'usine qui rythmaient la vie ouvrière.
plus aiguë, plus menaçante. Le genre de sirène qui annonce que quelqu'un ne rentrera pas chez lui ce soir. Le visage d'Élise s'est transformé. Le masque de courage qu'elle portait depuis des mois s'est fissuré. La peur, la vraie peur, celle qu'on ne peut pas cacher, a envahi ses traits. Elle a serré Suzanne encore plus fort, comme si la force de son amour pouvait la protéger de ce qui arrivait. De l'autre côté de la rue, Bertrand s'était redressé. Son sourire s'élargissait. À côté de lui, son cousin de la préfecture hochait la tête. Justice serait faite. L'ordre serait rétabli. Une lavandière prendrait sa place. La voiture de police a tourné le coin de la rue. Le soleil se reflétait sur sa carrosserie noire, créant des éclairs aveuglants. Les gens s'écartaient sur son passage. Certains baissèrent la tête. D'autres regardaient, ce mélange de curiosité et de soulagement que ce ne soit pas pour eux. Madame Roussel est sortie de sa boulangerie en courant. Elle avait compris. Les femmes comme elle comprennent toujours. Elle s'est approchée d'Élise et Suzanne, essuyant ses mains pleines de farine sur son tablier. Ses yeux disaient ce que sa bouche ne pouvait pas. Je m'occuperai d'elle. Je te le promets. La voiture s'est arrêtée à exactement 3 mètres d'elle. Les fichas de admission à prison de la Petite Roquette enregistrent l'heure précise. 10h27 du matin. 2 policiers sont descendus. Le sergent Moreau et l'agent Petit. Des hommes ordinaires qui faisaient un travail ordinaire. Arrêter une femme ordinaire pour un crime ordinaire. Mais rien n'était ordinaire dans les yeux d'une enfant de 7 ans qui regardait sa mère être arrachée à elle. Élise a posé Suzanne à terre, doucement, comme on pose un trésor fragile. Elle s'est agenouillée devant elle, a pris son petit visage entre ses mains abîmées, les mains qui avaient lavé des milliers de draps, qui avaient construit une poupée de chiffon, qui avaient caressé ses cauchemars. Ses mains tremblaient maintenant. Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi bien, tu es plus forte que tu ne le sais, tu entends? Plus forte que tu ne le sais. Suzanne a secoué la tête. Non, non, non. Ce mot répété comme une litanie, comme si le refus pouvait changer la réalité. Ses petites mains s'accrochaient à la robe de sa mère, les jointures blanchies par l'effort. Le médaillon de cuivre battait frénétiquement contre sa poitrine. Madame Roussel s'est approchée. Elle a posé sa main sur l'épaule de Suzanne. Une main douce mais ferme. La main d'une femme qui a déjà vu trop de séparations. Viens, ma petite. Ta maman revient bientôt. Viens, on va manger des madeleines. Tu aimes les madeleines, non? Mais Suzanne ne lâchait pas. Ses ongles s'enfonçaient dans le tissu usé. Des larmes coulaient sur ses joues, silencieuses. Elle ne criait pas. Les enfants de Belleville apprenaient tôt que les cris ne servent à rien face à l'autorité. Le sergent Moreau s'est raclé la gorge. Madame Laurent, veuillez nous suivre sans faire d'histoire. C'est mieux pour tout le monde. Élise s'est relevée lentement. Elle a détaché délicatement les mains de Suzanne de sa robe. Doigt par doigt. Chaque séparation était une déchirure. Elle a embrassé ses petites mains. 1 fois, 2 fois, 10 fois, comme si ses baisers pouvaient se laisser une protection invisible. C'est alors qu'elle a fait le geste, rapide, discret. Elle a glissé un petit papier plié dans la poche du tablier de Madame Roussel. Un geste que seul l'objectif d'Henri Lemoine a capturé, sans qu'il en comprenne la signification. Ce papier contenait l'adresse à Lyon, l'attente, le dernier espoir. Les documents d'archives révèlent que ce papier ne serait découvert que 3 jours plus tard, quand Madame Roussel viderait ses poches pour laver son tablier. Mais quand elle le trouverait, elle comprendrait immédiatement. Et elle agirait. Suzanne s'est mise à chanter, doucement d'abord, puis plus fort. La chanson que sa mère lui chantait chaque soir, au clair de la lune, mon ami Pierrot. Sa voix d'enfant, claire et pure, s'élevait dans la rue soudain silencieuse. Même les policiers ont baissé les yeux. Il y a des moments où l'innocence devient une arme plus puissante que toute violence. Élise s'est retournée une dernière fois. Elle a souri. Ce sourire qu'on voit sur la photographie. Un sourire qui dit « je t'aime », qui dit « sois courageuse », qui dit « pardonne-moi ». Un sourire qui ment pour protéger. Henri Lemoine a appuyé sur le déclencheur à cet instant précis.
Le claquement métallique a résonné comme une sentence. La lumière a figé ce moment pour l'éternité. Une mère et sa fille. Un amour plus grand que la peur. Une séparation déguisée en étreinte. Les policiers ont attendu qu'Élise monte d'elle-même dans la voiture. Pas de menottes. Pas de violence. Juste la force tranquille de la loi qui broie les faibles. La portière s'est refermée avec un bruit sourd. À travers la vitre, Élise regardait Suzanne. Elle articulait silencieusement les mots. « Je t'aime. Encore et encore. Je t'aime. » La voiture a démarré. Lentement d'abord, puis plus vite. Suzanne s'est échappée des bras de Madame Roussel. Elle a couru derrière la voiture. Ses chaussures trop grandes claquaient sur les pavés. Elle a couru jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus. Jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue de la Mare. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence et l'absence. Les registros da delegacia locale mentionnent qu'Élise Laurent a été interrogée pendant 6 heures. Pas de violence physique. Les bleus ne se voient pas sur l'âme. Elle a signé des aveux. Une croix tremblante au bas d'un document qu'elle ne pouvait pas lire. Aveux de coups et blessures volontaires. Troubles à l'ordre public. Aucune mention de légitime défense. Aucune mention du harcèlement de Bertrand. Le soir même, elle a été transférée. Les voisins qui habitaient près de la prison racontent avoir vu un fourgon noir quitter la cour à la tombée de la nuit. Direction la Petite Roquette, la prison pour femmes. Mais les archives de la Petite Roquette ne mentionnent aucune Élise Laurent, comme si elle n'avait jamais existé. Suzanne a passé cette première nuit chez Madame Roussel. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas mangé. Elle est restée assise à la fenêtre, regardant la rue, attendant. Les enfants croient encore au miracle. Elle était sûre que sa mère reviendrait. Demain, après-demain ou plus tard. Les mamans reviennent toujours. Madame Roussel a trouvé le papier 3 jours plus tard. L'adresse à Lyon. Marguerite Durand, née Laurent. 23 rue de la Croix-Rousse. La tante d'Élise qui avait épousé un cheminot. Une femme qu'Élise n'avait vue qu'une fois, à son mariage, mais qui était la seule famille qui restait. La lettre que Madame Roussel a envoyée existe encore, conservée dans les papiers de famille des descendants de Marguerite. Une lettre simple, écrite par quelqu'un qui savait à peine écrire. Votre nièce Élise a eu des ennuis. Sa fille Suzanne a besoin d'un foyer. Venez vite ou elle sera placée à l'assistance publique. Marguerite est arrivée 2 semaines plus tard. Le voyage de Lyon à Paris coûtait cher, et il avait fallu convaincre son mari. Mais elle est venue. Le 20 juin 1930, elle a pris Suzanne par la main. La petite portait sa robe du dimanche, celle qu'elle avait le jour de la photo. Le médaillon de cuivre brillait contre sa poitrine. Sa poupée de chiffon sous un bras. Tout ce qui lui restait de sa vie d'avant. Les témoignages recueillis des décennies plus tard révèlent que Suzanne n'a pas pleuré en quittant Belleville. Elle a juste demandé à Marguerite. « Maman va venir nous rejoindre à Lyon, hein ?» Marguerite a répondu. « Bien sûr, ma chérie, bien sûr. » Un autre mensonge miséricordieux. Les adultes mentent toujours aux enfants sur les choses importantes. Henri Lemoine a développé la photographie 2 semaines après l'arrestation. Il ne savait pas encore qu'il venait de capturer le dernier moment d'une histoire. Il a affiché la photo dans sa vitrine, comme il le faisait toujours, pour que les gens puissent la commander s'ils le voulaient. Personne n'est venu la chercher. Bertrand a fermé son commerce 3 mois plus tard. Les documents fiscaux révèlent qu'il a été arrêté pour fraude. 5 ans de prison. Mais pas à la Petite Roquette. Non. Dans une prison pour hommes, où les conditions étaient meilleures. Où les visites étaient autorisées. Où on ressortait vivant. La justice a ses préférences. Elle a toujours eu ses préférences. Suzanne Laurent est devenue Suzanne Durand le jour de ses 8 ans. Sa tante Marguerite avait décidé qu'un nouveau nom l'aiderait à oublier. Mais comment oublier quand chaque sirène de police vous ramène à ce matin de juin? Comment oublier quand vos mains cherchent encore celle de votre mère dans le noir? Les années ont passé. Lyon n'était pas Paris. La Croix-Rousse n'était pas Belleville. Mais la pauvreté a le même goût partout, amer et persistant. Marguerite et son mari faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils n'avaient pas d'enfants.
Suzanne est devenue leur miracle tardif, même si ce miracle était né de la tragédie. Le depoimento gravado de Suzanne en 1995 révèle qu'elle a cherché sa mère pendant 40 ans. Chaque administration, chaque archive, chaque prison, rien. Élise Laurent avait disparu le 6 juin 1930 comme si elle n'avait jamais existé. Pas de certificat de décès, pas de libération, pas de transfert, juste le vide. Mais en 1970, Suzanne a fait une découverte. Dans les archives déclassifiées du ministère de l'Intérieur, elle a trouvé une liste. Prison de la Petite Roquette. Transferts spéciaux. Juin 1930. Pas de nom. Juste des numéros. Le numéro 247 avait été transféré vers une destination noircie à l'encre. Impossible à lire. 247. Le même numéro que celui de Bertrand comme informateur. Coïncidence ou message? Suzanne avait 57 ans quand elle a rencontré Henri Lemoine. Il était vieux, presque aveugle, vivant dans une maison de retraite à Montreuil. Elle lui a montré une reproduction de la photo, celle que le musée Carnavalet avait dans ses collections. Il a pleuré. À 83 ans, Henri Lemoine a pleuré comme un enfant. « Je me souviens de tout », il a dit. « Votre mère avait les mains les plus abîmées que j'ai jamais vues. Mais son sourire était celui d'une reine. Elle vous aimait plus que la vie elle-même. Ça se voyait, ça irradiait d'elle comme la chaleur d'un feu. Il lui a donné le négatif original, gardé pendant 40 ans dans une boîte en fer, avec une inscription au dos qu'il avait ajoutée après avoir appris l'arrestation. Dernière photo avant l'injustice. Élise et Suzanne Laurent, les plus courageuses de Belleville. Suzanne a aussi retrouvé Madame Roussel. 81 ans, toujours vivante, toujours boulangère dans l'âme même si ses mains ne pétrissaient plus. Elle vivait avec sa fille dans le 19e arrondissement. Quand elle a vu Suzanne, elle a dit « Je vous aurais reconnu entre mille. Vous avez les yeux de votre mère, ces yeux qui disent non à l'injustice. » Roussel lui a raconté ce que personne d'autre ne savait. 3 semaines après l'arrestation, elle avait reçu une visite. Un homme en costume noir. Pas un policier. Quelqu'un de plus haut. Il lui avait dit qu'Élise Laurent n'existait plus, qu'il valait mieux pour tout le monde qu'elle n'ait jamais existé, que si quelqu'un posait des questions, il y aurait des conséquences. Mais Roussel avait gardé quelque chose. Une lettre, arrivée 2 mois après l'arrestation, sans timbre, glissée sous sa porte la nuit. L'écriture était tremblante, mais c'était celle d'Élise. Elle avait appris à écrire. En prison, quelqu'un lui avait appris. « Ma chère amie, prenez soin de ma Suzanne. Dites-lui que je pense à elle chaque seconde, que je l'entends chanter dans mes rêves, que son courage me donne la force de continuer. Ne la laissez pas me chercher. Certaines portes ne doivent jamais être ouvertes. Certaines vérités sont trop lourdes pour les épaules d'un enfant. Qu'elle vive, qu'elle aime, qu'elle soit libre. C'est tout ce qui compte. » Elle, Suzanne, a lu cette lettre à 65 ans. Pour la première fois depuis ce matin de juin 1930, elle s'est autorisée à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de compréhension. Sa mère n'avait pas disparu. Elle avait choisi de disparaître, pour la protéger. De quoi? Elle ne le saurait jamais. Et peut-être que c'était mieux ainsi. Les archives du ministère du Travail, ouvertes au public en 1990, ont révélé la vérité sur Bertrand. Il n'était pas qu'un informateur, il dirigeait un réseau. Prostitution forcée. Les veuves qui refusaient sa protection disparaissaient parfois. La police fermait les yeux, tout le monde fermait les yeux. Élise avait dit non, et elle avait payé le prix. Mais elle avait gagné aussi, parce que Suzanne avait survécu, était devenue institutrice, avait enseigné à des générations d'enfants que la dignité n'a pas de prix, qu'on peut tout perdre sauf son humanité, que l'amour est plus fort que la peur. En 1985, la mairie du 20e arrondissement a inauguré une plaque, petite, discrète, au 47 rue de la Mare, en mémoire des femmes oubliées de Belleville. Pas de nom, juste une date, 1930-1940, 10 ans pendant lesquels des femmes ont disparu, sans procès, sans trace, sans justice,
Suzanne y va chaque 6 juin. Elle apporte des fleurs, pas des fleurs chères, des fleurs sauvages, comme celles qu'elle cueillait avec sa mère le long des voies ferrées. Elle reste quelques minutes, silencieuse. Puis, elle chante. Doucement. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. La chanson qui avait fait baisser les yeux aux policiers. La chanson qui disait qu'une petite fille n'oublierait jamais. Le 3 mars 1995, Suzanne a enregistré son témoignage pour les Archives nationales. 2 heures et 37 minutes de souvenirs. À la fin, on lui a demandé ce qu'elle voulait que les gens retiennent de cette histoire. Elle a réfléchi longtemps, puis elle a dit que ma mère était une héroïne ordinaire, qu'elle n'a pas sauvé le monde, juste sa fille. Mais pour moi, c'était le monde entier, que chaque jour, des femmes font des choix impossibles par amour, qu'elles disparaissent dans le silence et l'indifférence, que leur courage n'est pas dans les livres d'histoire, mais il existe. Oh oui, il existe. La photographie est maintenant dans un musée, protégée derrière une vitre. Les visiteurs passent, regardent, lisent la petite étiquette. Portrait de rue, Paris, 1930. Photographe, Henri Lemoine. Certains s'arrêtent plus longtemps. Intrigués par quelque chose dans le regard d'Élise. Cette urgence, cette tendresse désespérée. Comme si elle savait. Elle savait. Suzanne est morte en 2002, à 79 ans. Elle a été enterrée au cimetière du Père-Lachaise, pas loin de Belleville. Sur sa tombe, une inscription. Suzanne Laurent Durand. 1923-2002. Plus forte qu'elle ne le savait. Sa fille, Élise, née en 1952, a repris le flambeau. Professeur d'histoire. Spécialisée dans l'histoire des femmes oubliées. Parce que c'est ça, l'héritage d'Élise Laurent. Pas la disparition, pas le silence, mais la transmission. Une mère qui a tout sacrifié pour que sa fille vive libre. Une fille qui a porté cette liberté comme un étendard. Une petite fille qui raconte l'histoire pour que personne n'oublie. La photo ne montre pas tout ça. Elle ne montre qu'un instant. Une mère qui serre sa fille. Un matin de juin 1930. Mais maintenant vous savez ce que cache ce sourire. Vous savez pourquoi ses mains tremblent. Vous savez que dans 3 minutes, tout va basculer. Et vous savez surtout qu'Élise Laurent n'a pas disparu pour rien. Elle a disparu pour que Suzanne vive, pour que cette petite fille aux chaussures trop grandes devienne une femme libre, pour que l'amour soit plus fort que l'injustice. C'est ça, la véritable histoire derrière cette photo. Une histoire de courage ordinaire et d'amour extraordinaire. Une histoire qui se répète encore et encore, dans le silence des rues populaires, dans l'ombre des systèmes qui broient les faibles. Mais aussi une histoire d'espoir, parce que tant qu'il y aura des mères comme Élise, des femmes comme Madame Roussel, des enfants comme Suzanne, l'humanité survivra. Blessée, meurtrie, mais debout, toujours debout. Comme Élise sur cette photo, quelques secondes avant de tout perdre, serrant contre elle la seule chose qui comptait vraiment, sa fille, son amour. Sa victoire secrète sur un monde qui voulait la briser. Elle n'a pas été brisée, elle a choisi. Et ce choix résonne encore, 95 ans plus tard, dans cette photo qu'on ne peut pas regarder sans sentir quelque chose se serrer dans notre poitrine. C'est le poids de l'amour maternel, plus lourd que toutes les injustices du monde, plus fort aussi. Avant de conclure, souvenons-nous que cette histoire, bien qu'elle soit une dramatisation inspirée de faits réels historiques, nous rappelle une vérité universelle. Parfois, le courage le plus grand ne réside pas dans les grandes batailles, mais dans les choix silencieux et impossibles que des mères, des femmes ou des familles doivent faire pour protéger ceux qu'elles aiment. C'est une mémoire douloureuse, mais aussi un héritage de dignité et de force. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Élise, face à une injustice si écrasante? Quel sacrifice pensez-vous qu'un parent est prêt à endurer pour son enfant? Avez-vous déjà entendu dans vos familles des récits d'ancêtres confrontés à des décisions impossibles, des secrets lourds, des choix de survie qui ont marqué le destin des générations suivantes? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot dignité
dans les commentaires pour montrer que vous avez accompagné Élise et Suzanne jusqu'au bout de leur chemin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous souhaitez partager une histoire ancienne de vos grands-parents ou arrière-grands-parents, peut-être qu'elle inspirera un prochain épisode de ce canal. Merci du fond du cœur de faire vivre ces récits avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire, et de partager ce récit avec ceux qui, comme vous, croient que la mémoire et l'amour sont plus forts que l'injustice. Enfin, cliquez sur le carton à la fin de cette vidéo pour découvrir d'autres récits tout aussi bouleversants.